Le président Trump a annoncé vendredi soir la composition de son conseil de la paix pour Gaza. Oui, effectivement, selon le message présidentiel, il y aura en fait deux comités. Le comité officiel qui sera présidé par Donald Trump lui-même et sera formé entre autres de Steve Witkoff, de Jared Kushner, de Marco Rubio et de Tony Blair, ainsi que du président de la Banque mondiale, Alai Banga. D'autres chefs d'État pourraient également rejoindre ce comité officiel par la suite, mais le communiqué annonce également la création d'un comité exécutif qui, lui, sera conduit par le diplomate Nikolai Mladenov, et il comptera parmi ses membres le chef de la diplomatie turque Hakan Fidan et un ministre qatari, Ali El Tawadi. Ce comité supervisera l'action du futur gouvernement de technocrates palestiniens qui, lui, sera présidé par un membre de l'autorité palestinienne. Et c'est précisément ce point qui provoque un vif mécontentement à Jérusalem. Oui, à la présidence du Conseil à Jérusalem, on affirme ne pas avoir été prévenu de la présence des ministres turcs et qataris dans le comité exécutif de paix. Et l'on indique très clairement que cela va à l'encontre de la position officielle d'Israël. Côté américain, on a répondu que les Israéliens avaient été prévenus, mais ils n'avaient certes pas accepté cette composition du comité exécutif. En Israël, on craint que la présence de Turcs et de Qataris dans le comité exécutif ne permettent d'acheminer dans la bande de Gaza d'importantes sommes d'argent qui seraient récupérées par le Hamas et qui renforceraient son pouvoir sur place. Le chef de la diplomatie israélienne, Gideon Sa'ar, a été d'ailleurs dépêché par Benjamin Netanyahou pour s'entretenir de ce dossier brûlant avec Marco Rubio. Il faut rappeler que lors de la rencontre entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou à Mar-a-Lago en Floride il y a 3 semaines, Donald Trump avait dit que Benjamin Netanyahou allait s'arranger avec son ami Erdogan, et donc il semble peu probable que l'on fasse marche arrière côté américain après les plaintes israéliennes à ce sujet. Et puis l'annonce par le président Trump de la composition du Conseil de la paix a suscité de vives critiques au sein de la classe politique israélienne. Oui, et le plus inattendu, c'est que ces critiques vont de gauche à droite. Elles se focalisent en particulier donc sur la présence du Qatar et de la Turquie dans le Conseil exécutif. À gauche, Yair Lapid a dénoncé cette présence et accusé Netanyahou de mettre en danger la sécurité de l'État d'Israël. Il a proposé que l'Égypte gère la bande de Gaza pendant 15 ans en coordination sécuritaire avec l'État d'Israël. L'ancien ministre et leader du parti politique Yachar, Gadi Eisenkot, a reproché au Premier ministre son absence de stratégie quant à l'avenir de la bande de Gaza. Quant à droite, Bezalel Smotrich, le ministre des Finances, et Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale, ont dénoncé la création de ce conseil exécutif, et Smotrich a proposé à Netanyahou d'établir à la place un gouvernement militaire israélien dans la bande de Gaza. Et puis sur le terrain, dans la bande de Gaza, les forces de Tsahal ont éliminé durant le Shabbat plusieurs terroristes, Daniel. Oui, il s'agit selon Tsahal de hauts responsables du Hamas et même du djihad islamique. L'un d'eux est un commandant des opérations dans le centre de la bande de Gaza qui aurait joué un rôle important dans l'offensive terroriste du 7 octobre. 2 autres terroristes ont également été éliminés par voie aérienne durant la journée de Shabbat. Ces éliminations s'inscrivent dans une volonté de Tsahal de juguler des provocations de plus en plus audacieuses de la part des terroristes. Nous poursuivons nos opérations contre toute violation du cessez-le-feu, a déclaré le porte-parole de Tsahal hier. Le dossier iranien maintenant, avec des révélations plutôt étonnantes du Washington Post. Oui, selon le Washington Post, c'est le Premier ministre Benjamin Netanyahou qui aurait empêché mercredi dernier l'opération militaire que l'armée américaine avait programmée. Motif, selon le Premier ministre israélien, les cibles choisies par les Américains n'auraient pas permis de faire tomber le régime des Mollahs, mais auraient par contre entraîné une riposte massive en tir de missiles balistiques contre l'État d'Israël et peut-être aussi contre des bases militaires au Proche et Moyen-Orient, des bases militaires américaines. En Israël, on affirme préférer que les Américains préparent mieux leur opération militaire et les coordonnent avec Israël. C'est ce qui pourrait expliquer le départ précipité vendredi du chef du Mossad, Dedi Barnea, à Washington. Autre explication, on va dire, de l'annulation de l'opération américaine, les pressions intenses des Saoudiens et des Émirats qui craignaient aussi d'être les cibles des missiles iraniens. Enfin, également un SMS que le chef de la diplomatie iranienne Agagchi aurait envoyé à Steve Witkoff en lui garantissant de suspendre les exécutions sommaires d'opposants au régime.
Je vous rappelle que le président Donald Trump avait affirmé vendredi soir qu'il n'avait pas l'intention d'attaquer l'Iran. Oui, le président avait justifié son rétropédalage en affirmant justement qu'il avait obtenu, apparemment des Iraniens donc, des promesses de l'annulation de 800 exécutions sommaires d'opposants au régime. Il a déclaré « Personne ne m'a convaincu, je me suis convaincu moi-même ». À Washington, on affirme que l'idée d'une opération militaire américaine contre le régime à Téhéran n'a pas été abandonnée, mais seulement suspendue. Et ceci étant, le président Trump s'en est pris hier à Ali Khamenei, le guide spirituel iranien. Il a affirmé qu'il fallait absolument changer au plus rapidement possible le régime en Iran. Et puis, plus proche de nous, des militants ultranationalistes juifs ont vandalisé un petit village palestinien. Oui, cela s'est passé hier soir dans le village de Mourmas, dans la région de Binyamin, au nord de Jérusalem. Une vingtaine de ces militants ont mis le feu à des tentes et à des véhicules. 6 personnes ont été légèrement blessées, dont 2 résidents étrangers, 2 Israéliens et 2 Palestiniens. La police enquête, mais n'a pour l'instant pas arrêté de suspects. Merci Daniel. Rendez-vous tout à l'heure à 7h30 pour la revue de la presse israélienne. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information après un Shabbat relativement ensoleillé. Eh bien, sachez que c'est le retour d'une sérieuse perturbation en Israël sur l'ensemble du territoire israélien du nord au sud, avec une baisse bien entendu des températures. Il fera 11 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 17 à Tel Aviv et 20 degrés à Eilat. Bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Élie Carmon. Élie, bonjour. Bonjour, comment ça va? Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes expert et chercheur en particulier au Centre de lutte antiterroriste de l'Université de Reichmann. Et je voudrais avec vous que l'on fasse le point sur 2 grands dossiers importants qui s'imbriquent d'une certaine manière. On vous a sollicité pour parler d'abord de l'Iran, mais on voit que finalement le dossier de la bande de Gaza rejoint aussi le dossier iranien. Et je voudrais qu'on en parle aussi. Alors, on va commencer d'abord par l'Iran et je voudrais que vous nous aidiez à mieux comprendre pourquoi les Américains n'ont pas attaqué le régime iranien ces derniers jours comme tout le monde le pensait, comme on en avait le sentiment. Pourquoi Israël aujourd'hui, et c'est ma deuxième question qui en fait est consécutive à la première, pourquoi Israël semble vouloir être celui qui retient les États-Unis d'attaquer? D'abord, il faut dire que le président Trump était très sérieux quand il a déclaré qu'il veut aider la rébellion, la révolte du peuple iranien. Il paraissait que vraiment il était sur le point, je crois, vendredi soir, de donner l'ordre pour l'attaque. Mais il y a quand même, il y a eu pendant toute cette période, et probablement à la fin de la semaine de pression très importante, tant sur le plan interne comme sur le plan externe. Sur le plan interne, il y a une partie de son administration, même le vice-président Vance, qui sont des isolationnistes et qui ne sont pas tellement contents de voir le président, après ce qu'il a fait au Venezuela, après ce qu'il a fait à Gaza, ouvrir un nouveau front et un front très sérieux avec l'Iran. Ensuite, même sur le plan militaire, il paraît que l'armée américaine, qui a proposé plusieurs alternatives, solutions pour tenter de provoquer un changement de régime en aidant la rébellion, la révolte, n'a pas donné suffisamment de gages que cette opération sera une réussite. Sur le plan externe, il y a des pressions des pays voisins de la région, surtout l'Arabie saoudite, qui a très peur d'une attaque iranienne contre ses installations pétrolières. La Turquie, qui est maintenant aussi très, très inquiète qu'Israël serait le grand vainqueur de cette situation. Et le Qatar, comme le sait, qui est toujours un médiateur, disons, dans la région. Tout cela, je oui. comprends bien. Je comprends bien ce que vous nous expliquez par rapport aux Américains, la position des isolationnistes, la position de l'Arabie saoudite et des pays alliés des États-Unis. Mais alors, expliquez-nous comment
Binyamin Netanyahou, qui depuis plus de 20 ans ne parle que de la menace du nucléaire iranien, que de la menace iranienne, a une opportunité aujourd'hui pour frapper. Et on a vu que il y a 6 mois, l'armée de l'air américaine, l'armée de l'air israélienne avait des capacités pour frapper des cibles en Iran. Pourquoi finalement aujourd'hui, alors que les opposants iraniens appellent l'État d'Israël à agir, pourquoi Netanyahou adopte soudain une politique de retenue? Je crois qu'il y a deux ou trois explications. Une première explication est qu'il y a une concentration, une concertation très étroite sur le plan militaire, je crois, entre Israël et les États-Unis, parce qu'Israël pourrait être une cible très importante, majeure, de riposte iranienne. Et peut-être que les chefs militaires israéliens n'ont pas été convaincus justement que le plan américain, comme le président d'ailleurs aussi peut-être n'a pas été convaincu, qu'il serait faisable et qu'il provoquerait vraiment un changement de régime. Donc, ce que Netanyahu a demandé, c'est de se préparer. Il n'a pas dit qu'il faut annuler. Il a dit que pour le moment, ce n'est pas le bon moment. Et ça pourrait être justement parce que il pense, avec les stratèges militaires israéliens qui ont déjà cette expérience de la guerre de 2 jours, que peut-être il faut plus de préparation. Aussi, peut-être parce que on doit chercher une alternative. Est-ce que le fils du Shah, Reza Pahlavi, est-il vraiment l'alternative pour un changement de régime? Ce n'est pas suffisamment. Il n'y a pas vraiment un commandement de cette opposition populaire. On a vu que même le président Trump, qui a, disons, a parlé positivement de Reza Pahlavi, ne l'a pas rencontré, il n'a pas dit que c'est lui qui devrait prendre le pouvoir. Comme d'ailleurs il a fait au Venezuela. Il n'a pas vraiment changé le régime au Venezuela parce qu'il n'a pas décidé l'alternative. Alors, mais tout de même, Elie, ça peut paraître un peu étonnant. Il y a quelques mois, les opposants iraniens avaient dit à Israël n'allez pas jusqu'au bout, alors qu'Israël semblait être bien parti, hein, il y avait pour continuer à frapper l'Iran. Et là, cette fois-ci, c'est eux qui disent on a besoin d'aide, on est en train de nous massacrer. Et venez à notre secours, volez à notre secours, et c'est exactement le contraire qui se passe, c'est-à-dire que les puissances occidentales, et en particulier les États-Unis et même Israël, eh bien, restent passifs. Comment vous expliquez ce Non, paradoxe? je crois que pour la guerre de 12 jours de juin, c'est le président Trump même qui a arrêté Israël et Oui, Netanyahu parce que les avions étaient déjà prêts. On parlait déjà à l'époque que la cible principale serait Ayatollah Khamenei lui-même. ben, c'était pas une Il erreur, à aurait votre dû, avis, rétroactivement, c'est d'avoir pas arrêté? l'opposition qui a demandé, c'est pas disons le peuple iranien qui a demandé, c'est le président Trump qui a décidé à l'époque qu'il fallait arrêter. Maintenant, je dis, c'est pas que Netanyahu n'a pas envie, au contraire. Israël, l'establishment, mais aussi le peuple d'Israël pense que c'est très important que le régime change à Téhéran et cela provoquera un changement énorme sur le plan régional et même global. Mais vous savez, Elie, vous avez suffisamment d'expérience. On peut détruire un régime, en fait, destituer une administration, un régime comme on ne sait jamais exactement qui on va voir venir après. Avouez que dans le dossier iranien, on a du mal à imaginer que ça peut être pire par rapport à Israël. De toute manière, la situation aujourd'hui en Iran, il n'y a pas vraiment de vrai, sauf peut-être Reza Pahlavi, il y a des dirigeants islamistes du Oui. gouvernement qui, après les élections de 2009-2015, sont en arrêt domiciliaire. C'est-à-dire le régime ne l'a pas assassiné, exécuté ou même mis en prison, mais ils sont en arrêt domiciliaire. Eux, ils pourraient être, par exemple, une alternative modérée du régime même, c'est-à-dire une transition
dans le régime même, ce qui serait peut-être plus facile, peut-être ce que Trump tente de faire au Venezuela. Ce n'est pas exactement ce Oui. qu'il va changer pour le moment. Et donc, ce sera de toute façon une transition très difficile. En Iran, c'est très difficile parce qu'on n'oublie pas, on doit qu'il y a des régions, des provinces entières où il y a des minorités. 45% de l'Iran, ce sont des minorités. Ce sont les Kurdes, ce sont les Baloutchis, ce sont les Arabes et les Azéris. C'est-à-dire, au moment d'une révolution réussie, on voit ce qui se passe en Syrie, avec les Druzes, avec les Kurdes et avec les Alaouites. Donc, il faut se préparer de manière sérieuse. Ce n'est pas seulement bombarder et ensuite on attend le changement de régime. Et je crois D'accord. que c'est ou le Netanyahu lui-même ou les gens disons, des stratèges militaires d'Israël ont considéré que le moment n'est pas propice parce qu'il n'y a pas de préparation OK. pour une vraie solution de changement de régime. Alors À mon maintenant, avis, c'est à mon justement, avis. je voudrais qu'on aborde le deuxième dossier. J'ai dit que c'est un briquet. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça. C'est l'annonce par Donald Trump de la création de ce fameux comité de la paix et surtout l'intégration dans ce comité de Qataris et de Turcs, ce qui a suscité une réaction, on va dire, très vive de Benjamin Netanyahou ce soir, à la tombée du Shabbat. On connaissait très bien l'opposition israélienne très forte. D'abord à la participation à la force militaire Oui, internationale, d'abord de la Turquie et même du Qatar. Sur le plan de la reconstruction et sur le plan politique, aussi il y avait une opposition israélienne, mais elle n'était pas vraiment tellement explicite et n'a pas eu le même succès. C'est-à-dire, les Américains ont compris qu'on ne peut pas laisser les Turcs envoyer 2000 soldats, les seuls d'ailleurs qui ont accepté d'avoir une force à ce stade. Et, et ça a été peut-être une surprise. Il y a des sources qui pensent que Netanyahu savait très bien que ce sera la décision finale du président. D'autres qui disent qu'il a été surpris et on voit disons, la riposte ou la réaction du gouvernement. Il a envoyé le ministre des Affaires étrangères, Sarr, de parler avec le ministre des Affaires étrangères américain pour voir ce qu'on peut faire. Je ne crois pas on peut changer parce que je ne vois pas le président Trump expulser, après avoir annoncé qu'ils font partie de ce Conseil de la paix, expulser le ministre des Affaires étrangères turc et le représentant du Qatar. vous Et pensez que donc, c'est en fait un compromis entre ce que voulait Trump en remerciement au service rendu par les Turcs et les Qataris au moment de la signature de l'accord, la libération des otages, et ce que voulait Netanyahou, qui ne veut pas de soldats, mais là, il n'est pas question de faire rentrer des soldats, il est question de laisser participer un diplomate. justement, il y a ce paradoxe du président Trump. Il apprécie personnellement, il se considère un ami, un admirateur du président Erdogan. Ouais, Mais peut-être ils ne se rendent pas compte que la présence de la Turquie avec le Qatar, qui tout le temps ont soutenu à fond le Hamas, on sait très bien que le Qatar n'a fait rien pour excuser les chefs du Hamas qui vivent depuis des années et pendant toute cette guerre à Doha. Rien du tout. Au dernier moment, ils ont fait un peu pression pour libérer les otages. C'est ça le grand succès du président Trump. Mais s'il a décide quand même de soutenir la présence de la Turquie, non seulement dans le comité, disons, plus ou moins bureaucratique, si vous voulez, mais aussi participer de manière directe dans la reconstruction de Gaza avec le financement du Qatar, ce sera un désastre. C'est revenir à la même situation avant le 7 octobre 2023. Et en même temps, on ne voit pas qui va désarmer le Hamas, parce qu'il n'y a ouais. pas vraiment. Il y a un gouvernement de technocrates. Et ce qui est intéressant, que c'est ça ici aussi, il y a une défaite de la politique de Netanyahou et du gouvernement. Pendant tous ces 2 ans,
ils n'ont pas accepté une solution finale, une solution après la guerre pour Gaza, avec participation de l'autorité palestinienne. Et nous voyons que les 15 membres du gouvernement technocrate sont tous provenus de l'establishment de l'autorité palestinienne, tant les politiques comme les économistes et les membres disons, de la partie de défense qui doivent mener à bon le développement ou la reconstruction de Gaza et aussi peut-être le désarmement du Hamas. Et donc, il y a dans ces deux domaines, il y a une défaite de la politique du gouvernement israélien. Eh bien, Elie Carmon, on le voit, c'est compliqué de bien estimer cette diplomatie internationale, surtout lorsque il y a d'un côté, on va dire, Donald Trump avec des fois des décisions qui sont peut-être imprévisibles. Mais en tout cas, c'est vrai qu'effectivement, on sent une sorte d'effervescence dans la région à travers tout ce qui se passe du côté, que ce soit du côté, on va dire, de l'Iran ou du côté de la bande de Gaza. Vous restez un petit peu optimiste malgré tout, en une minute? Je voudrais justement dire que s'il n'y aura pas une solution pour le désarmement du Hamas dans les prochains 2 ou 3 mois, Israël se prépare à revenir, ouvrir de nouveau la guerre. C'est-à-dire le Tsar se prépare à cette possibilité, à cette alternative. Parce qu'il n'y aura pas de force internationale qui peut le faire pour le moment, ce qu'on voit. Et alors, ce sera le rôle, la tâche de Tsar. Et donc, tout n'est pas fini. Tout est encore assez instable. Et je ne vois pas exactement comment on va s'arranger quand déjà, dans ces conseils de la paix, il y a au moins 2 représentants très récalcitrants du point de vue d'Israël, c'est-à-dire la Turquie et le Qatar. Bien, nous allons... Oui. Au moins sur le plan, disons, d'ailleurs, à mon avis, le gouvernement de technocrates est assez bon, dans le sens que on avait pensé qu'il y avait nécessité de l'autorité palestinienne d'être partie de la solution, et aussi parce qu'il y a un général américain qui est le sous-directeur pour affaires militaires du comité de direction, parce qu'il y a le Conseil de la paix, le comité de direction, où Mladenov, le diplomate très connu et très important de la Bulgarie, qui a été pendant des années représentant des Nations Unies en Israël, et il y a le général Gasper américain qui se trouve maintenant ici en Israël à Kiryat Gat et qui doit coordonner le désarmement du Hamas et ensuite voir comment de nouveau assurer la stabilité sécuritaire de Gaza. Eh bien, on va en rester là. Merci beaucoup, docteur Elie Carmon, de nous avoir éclairé sur ces dossiers de diplomatie extrêmement brûlants et qui nous concernent, bien entendu, directement l'Iran et la bande de Gaza. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne continuation. À bientôt, Elie. Merci à vous. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Nous sommes en ligne avec Dov Maimon, directeur de recherche au Jewish People Policy Institute de Jérusalem. Bonjour, Boker Tov, Dov. Boker Tov, bonjour Ilana, bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est très important, puisque quand les Juifs de France viennent en Israël, que ce soit pour visiter ou pour s'installer, ils aiment beaucoup Israël. Ils ont des difficultés avec les Israéliens, ils ont du mal à comprendre le projet d'une manière générale, le projet israélien, le projet qui se joue dans la société israélienne. Donc je vais parler d'un sujet, ce qui est les manifestations. Comme tout, vous savez que depuis 3 ans, Israël vit au rythme de manifestations massives qui divisent profondément le pays. Le samedi soir, il y a des grandes manifestations. Des fois, c'est pour les otages, des fois, c'est contre Bibi, des fois, c'est contre ça, des contre... Et il y a tout le temps ce mouvement-là qui a l'air de diviser la société israélienne en 2 camps. Alors là, il faudrait comprendre, et ce qui se passe en particulier, c'est que la grande majorité des Îles de France, comme beaucoup de Juifs français, ne se sentent pas à l'aise avec cette manifestation. Eux, ils aiment
on est tous des juifs, on est tous ensemble, on vient créer le pays. Pourquoi ces gens veulent tellement se taper dessus? Parce que derrière, il y a deux projets différents. Ça veut dire qu'en fait, quand on a créé l'État d'Israël, il y a des gens qui avaient un autre projet. Certains veulent faire un pays de religion, certains veulent faire un pays universaliste, d'autres veulent faire un pays socialiste, d'autres veulent faire un pays plus démocratique, un pays de tous ses citoyens. Et donc ces projets-là, on les a mis sous la table, sous le tapis, et on a construit un pays. Et évidemment, au bout d'un moment, quand le pays devient plus fort et qu'il peut se permettre, même des fois quand il ne peut pas se permettre, quand on est en pleine guerre, eh ben, les projets sortent. Donc, alors, pourquoi les gens ont du mal? Parce qu'ils ont du mal à formuler leur malaise, mais leur intuition est forte. Ils ont le sentiment d'assister à la mobilisation d'anciennes élites qui tentent de conserver leur pouvoir face à une majorité politique qui ne leur ressemble plus. Et elles ne savent pas de plus. Ça arrive qu'ils ne pourront plus reconquérir leur pouvoir par les urnes. C'est-à-dire qu'en fait, quand on entend de ces organisations démocratie, en fait, on entend presque le mot démographie, parce qu'il y a un changement dans la société israélienne qui fait que les gens sont de beaucoup plus aujourd'hui, plus à droite, plus religieux, plus proches de la tradition, etc. Et que les anciennes élites ont l'impression de perdre. Or, les anciennes élites, c'est celles qui font qu'en Israël, tout est cher. C'est les cartels, c'est les monopoles, c'est ceux qui avaient tous les postes un peu partout et qui, tout à coup, se voient déplacés. Alors, pour ceux qui ont grandi dans l'école républicaine française, étudier la Révolution, cette configuration évoque quelque chose de familier. Le moment où l'aristocratie a vu le pouvoir lui échapper au profit du tiers-État. Pas une répétition historique, mais une logique comparable, un déplacement du centre de gravité politique, vécu comme une dépossession par ceux qui détenaient jusque-là l'autorité symbolique et institutionnelle. Et ça se voit notamment au niveau de la sociologie. Une manifestation renforce ce sentiment, une force homogénéité. C'est des urbains, défavorisés, des gens très éduqués, insérés dans les cercles de pouvoir économique, médiatique, juridique. Ces groupes se perçoivent comme rationnels, responsables, éclairés, donc légitimes pour décider de l'avenir du pays. En fait, parce que le pouvoir, ils se disent quelque part, ces gens qui votent, ils ont peut-être la majorité politique, ils ont le nombre, mais est-ce qu'ils sont capables de gérer ce pays? Est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que ces gens-là qui risquent de nous envers? Donc c'est contre le populisme, c'est quelque chose qu'on connaît un peu partout. C'est ce qu'on voit aussi dans certains mouvements régionalistes, des régions riches en Espagne ou en Italie, où des élites locales expriment leur lassitude à porter sur leurs épaules des populations plus pauvres du sud de l'Italie, du sud d'Espagne, jugées moins modernes. Ce discours est toujours le même. Nous sommes, la bonne gouvernance, l'efficacité, la maturité politique. Ces gens-là disent, si on quitte le pays ne pourrait plus du tout s'en sortir. Et on voit en vérité qu'il y a peu d'immigrants russes, peu d'Éthiopiens, peu de population des périphéries, peu de ceux qui vivent en contact direct à menaces sécuritaires. Une partie importante du pays ne se reconnaît pas dans ces mobilisations, non par indifférence à la démocratie, parce que sent que le débat ne porte pas sur ses priorités. Parce que dans les priorités pour ces gens, évidemment en Israël, c'est le coût de la vie. Mais on parle peu du coût de la vie dans ces nations, peu du prix des appartements, de la difficulté à finir le mois, l'angoisse des jeunes couples et des classes moyennes. En Israël, on a vu encore, Israël est devenue la plus grande croissance économique du monde par l'OCDE, le dernier rapport qui est sorti cette semaine. Et pourtant, il y a un écart social, parce qu'il y a des élites, justement, qui détiennent à peu près tout, et les autres qui sont à peu près. Et les immigrants, par définition, eux, ne sont pas là-bas. Les immigrants sont toujours, quelque part, sont des exclus. Je vous écoute. Donc, voilà. Donc, la question vraiment pour conclure, en quelques secondes. De notre travail. Eh bien, merci beaucoup. Merci Dov Maimon, c'est toute la complexité effectivement d'Israël aujourd'hui, un pays qui vit entre souveraineté populaire et contraintes, entre priorités quotidiennes, débats, comprendre ces manifestations, donc c'est aussi important et ça révèle une question simple mais fondamentale, qui décide du destin d'Israël? Merci beaucoup Dov Maimon, on vous retrouve chaque semaine sur Radio J, chaque vendredi matin et en podcast sur radioj.fr, ne bougez pas, dans quelques secondes c'est le journal avec Olivier Granellic des studios Kalita, le billet de Shabbat de Chaim Nissenbaum également juste après. Nous avons le plaisir de vous proposer une discussion avec Armand Shabazi. Armand, bonjour. Boker Tov, bonjour.
Bonjour monsieur, merci pour votre invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation et juste également de Paris où vous résidez. Vous êtes membre du Front pour le rétablissement de l'état de droit en Iran et vous êtes journaliste, avant tout journaliste franco-iranien du média d'opposition Dor TV. Vous allez nous expliquer ensuite de quoi il s'agit. Mais avant tout, je voudrais d'abord aller à l'essentiel. Comment on peut définir aujourd'hui le mouvement de protestation? Est-ce qu'il se poursuit et est-ce que la répression se poursuit également? Oui, bonjour. Merci de m'avoir invité sur votre chaîne. Il faut d'abord, pour répondre à cette question, faire un topo de la situation. C'est-à-dire que le régime a toujours fonctionné de cette manière. Une phase de répression. Ensuite, les gens retournent à un semblant de vie. Ensuite, il y a ceux qui se sont fait arrêter qui passent par des aveux et ensuite des exécutions. Voilà, ça suit un schéma en fait que le régime a mis en place et il fonctionne de cette manière pour rester au pouvoir durant toutes ces décennies. Sauf que là, la différence, c'est que certes, il y a une répression, mais aujourd'hui, les gens n'ont plus de semblant de vie pour pouvoir retourner à une vie normale. Les gens, ils sont complètement dans une situation où la ville est en état de siège. La contestation n'est pas finie. La contestation, en fait, elle est juste, disons, paralysée par autant de violence. Et donc, maintenant, je pense que les Iraniens à l'intérieur du pays, malgré qu'Internet soit coupé, on n'a pas forcément beaucoup de nouvelles, mais le ressenti général, c'est que ils attendent quelque chose qui vienne changer ce rapport de force pour qu'ils puissent de nouveau sortir dans la rue et réexprimer la colère qui est toujours existante. Le mouvement n'est pas du tout fini, contrairement à ce que le régime essaye de faire penser au monde entier. La population, en fait, vit sous la loi martiale. Voilà. Oui. Et c'est ce qui fait une différence par rapport aux précédents mouvements? Oui, exactement. C'est-à-dire que, disons que les Iraniens, ils avaient quand même jusqu'à maintenant, pour certains d'entre eux, un certain semblant de vie. Moi, c'est comme ça que je définis ça. Oui. Aujourd'hui, les gens n'ont plus de vie. Donc, finalement, le régime les a matés dans le sang. La population est main nue face à ce régime. Donc les gens, en fait, ils n'ont plus rien pour pouvoir... c'est-à-dire, ils vont retourner à quel genre de vie? Ils n'ont plus d'eau, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus d'avenir. Les écoles sont ouvertes, mais il y a des personnes qui n'ont même plus de moyens de pouvoir payer des billets de transport pour pouvoir aller à l'école, enfin pour pouvoir aller à l'université. Les communications sont coupées. Donc voilà, la situation, c'est que maintenant, les espoirs se portent vers quelque chose peut-être qui puisse venir de l'extérieur pour pouvoir changer ce rapport de force et permettre aux Iraniens à nouveau d'aller investir le réseau urbain. Alors justement, ce quelque chose de l'extérieur, comme vous dites, ça pourrait être une opération militaire américaine contre le régime iranien, mais on le voit, c'est clair depuis au moins 48 heures, les Américains ont décidé de suspendre cette opération. Je voudrais avoir votre réaction, vous en tant qu'opposant qui avez accès à l'ensemble de l'information. Comment vous réagissez par rapport à la décision du président Trump et même par rapport à ces informations qui circulent sur le fait que peut-être, par exemple, Binyamin Netanyahou, on en a parlé dans la revue de la presse, on en a parlé dans le journal tout à l'heure, Binyamin Netanyahou aurait demandé au président Trump de suspendre cette opération pour l'instant parce qu'il n'y a pas assez de coordination, il y a des risques de riposte de la part du régime iranien avec des missiles balistiques massivement contre Israël, contre les Saoudiens, contre les Émiratis, même contre des bases militaires américaines. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces bavardages? Est-ce que vous les comprenez ou ça vous met en colère? Alors, il faut vraiment qu'on ait ça en tête, qu'on est dans une guerre totale, pas face à un gouvernement normalement constitué. Nous sommes dans une guerre totale face à un groupe idéologique qui a implanté en Iran depuis plusieurs décennies. Et donc, dans cette guerre totale, forcément, qui dit guerre, dit les lois de la guerre. Et un des principes, je pense, je ne suis pas expert en militaire, mais un principe important, c'est toujours l'effet de surprise.
Là, ce qui se passe aujourd'hui, on est dans une situation où Trump avait demandé aux manifestants de tenir bon parce que l'aide américaine allait venir. Elle était en route, oui, disait-il. Voilà, elle était en route. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, il y a plusieurs informations que j'aimerais vous donner pour ensuite, comme un puzzle, les mettre les unes à côté des autres pour se faire un schéma. Mohseni Ejei, le chef de la justice iranienne, avait déclaré avant-hier que nous avons des émeutiers, c'est comme ça qu'ils les appellent, et que maintenant, il est temps de lancer l'appareil judiciaire pour qu'ils arrivent à leur condamnation, c'est-à-dire la pendaison. Mais il faut faire ça maintenant, il a déclaré. Il a déclaré qu'il ne faut pas attendre 3 mois pour le faire. Pourquoi il parle de 3 mois ? Parce qu'aujourd'hui, le régime, il est dans une situation où il est main liée par ce que Trump a mis en place. À savoir que aujourd'hui, ils n'osent pas, ils ne savent pas comment fonctionner. Vous savez, au début, je vous ai expliqué d'un schéma qui suivait pour mater la répression jusqu'au bout. Aujourd'hui, ils ont des prisonniers. Ils ont un récit qui est le même, c'est-à-dire que oui, les 2 premiers jours, les gens manifestaient contre la vie chère, mais ensuite le Mossad est venu et a récupéré ce mouvement et voilà. Et donc ils ont tout en place, sauf que l'appareil répressif, il peut pas aller jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, ils sont bloqués. Ils savent plus comment faire pour mener à bout cette répression. Et ce qui est important, c'est que même durant la guerre des 12 jours, je pense que le moment où ça a commencé, c'était un moment où personne ne s'y attendait. Et moi, je suis persuadé que les puissances étrangères, pour ne parler que d'Israël et des États-Unis, je pense qu'ils ont tourné la page de la République islamique et ils sont en train de planifier un nouveau Moyen-Orient. Donc, aujourd'hui, la question, c'est de savoir comment ils vont procéder pour étape par étape. C'est quelque chose qui va être long, c'est quelque chose qui va demander beaucoup de logistique, comme vous avez très bien expliqué. Il y a énormément d'enjeux. L'Iran, c'est un pays qui a des répercussions toujours au-delà de ses frontières. Donc il faut voir le scénario afghan, il faut envisager les États du Golfe. C'est très complexe, mais ça va finir par aboutir, mais il faut juste qu'il y ait la patience, en fait. Vous dites, Armand, qu'en fait, c'est reculer pour mieux sauter, c'est-à-dire dire on va tempérer, mais en fait, on est en train de préparer aujourd'hui l'après régime des mollahs en essayant de trouver justement l'alternative pour pas que le pays se retrouve, et c'est d'ailleurs l'une des explications de ce matin dans certains éditoriaux en Israël, ils disent pour pas qu'on se retrouve un peu comme la Syrie, ou avec des risques de canton dans l'Iran actuel, avec les Azéris, avec les Kurdes, c'est un peu ça que vous dites Trump est en train de préparer, peut-être même avec Netanyahou ? Oui, exactement. Je pense qu'ils sont en train de toute façon de préparer un Iran après la République islamique. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont gelé l'appareil répressif du régime en attendant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le régime a déclaré qu'ils ne savent plus quoi faire des prisonniers, alors que d'habitude, ils lançaient les campagnes de pendaison. Donc, c'est quelque chose qui va être long, mais c'est quelque chose qui va finir par aboutir. Parce qu'aujourd'hui, la première réalité, c'est que ce régime, il est incompatible avec son peuple. Ils ne s'entendent plus, ils ne peuvent plus coexister dans un même pays. Donc le compte à rebours est lancé en fait pour le régime. Alors, je voudrais vous expliquer, essayer de me comprendre comment, par exemple, au cours des 20 jours de protestation, eh bien, on n'a pas assisté véritablement à cette brèche auquel on s'attendait de la part des forces de répression, de la part peut-être même de l'armée, peut-être pas des gardiens de la révolution qui sont, on va dire, sont passés au lavage de cerveau idéologique, mais l'armée iranienne, on n'a pas vu de brèche du tout. Comment expliquer cela ? Oui, c'est ce que je disais, c'est que le peuple iranien, avec la force et la détermination qu'elle a montrée, elle aurait été capable de renverser n'importe quel État ou n'importe quel gouvernement normalement constitué. Sauf qu'aujourd'hui, les Iraniens, ils sont pas face à un État normal. Ils sont face à un système idéologique, mafieux, terroriste, qui tient le pays d'une manière très sournoise et très vicieuse. Donc, on peut pas renverser ce type de régime de par sa nature
tout simplement par des slogans ou des révoltes. C'est un petit peu comme la situation de l'Europe, par exemple, sous l'occupation nazie. C'est un régime qui ne peut pas tomber par une contestation populaire. C'est la nature de ces régimes idéologiques, malheureusement, c'est comme ça. Donc, il faut toujours que quelque chose vienne de l'extérieur pour pouvoir faire le ménage, entre guillemets. Et cet appareil de répression du régime, elle a différentes composantes. Et notamment, là, actuellement, ils ont fait appel aux Fatemiyoun afghans et Haftul Shabi en Irak pour venir, en fait, à la rescousse. Mais quand vous dites venir à la rescousse, c'est venir intensifier réprimer, la répression. Voilà. Exactement, oui. Mais sauf que quand on voit le château de cartes du régime, aujourd'hui, il est réduit. C'est-à-dire que à l'époque, ils avaient le Hamas, ils avaient le Hezbollah, ils avaient énormément... Voilà. De plus en plus, les tentacules de cette pieuvre, en fait, est coupée. Et maintenant, on arrive un petit peu à la phase finale. Mais cette phase finale, vous savez, le délai d'un changement de régime, c'est quelque chose de long. Donc, c'est un processus qui est enclenché, le compte à rebours est lancé. Le régime, il est voué à partir. Mais ça obéit à la loi de la guerre, en fait, maintenant. Et la loi de la guerre, c'est des stratégies, c'est l'effet de surprise, c'est voilà tout ce que vous savez mieux que moi. Alors, est-ce que vous pensez, par exemple, ça fait 10 minutes qu'on discute, on n'a pas prononcé le nom de Reza Pahlavi, est-ce que ça veut dire que il y a autour de Reza Pahlavi, il n'y a pas un véritable consensus, c'est-à-dire qu'on peut le considérer peut-être comme une alternative provisoire, mais certainement pas comme un régime alternatif qui pourrait être aussi peut-être dire un régime monarchique ou un régime, même si Pahlavi a vécu aux États-Unis et qu'il est, on va dire, imprégné par la démocratie. Est-ce qu'aujourd'hui il fait l'objet d'un consensus ou alors c'est peut-être trop précaire comme alternative? Oui, les Iraniens, ils ont déjà un consensus, c'est qu'ils sont tous contre le régime et ils veulent tous la fin de ce régime diabolique. Mais forcément, ça c'est logique, en fait, une société aussi plurielle et aussi peuplée que l'Iran ne peut pas faire consensus autour d'un leadership. Monsieur Pahlavi est un opposant parmi tant d'autres. Et les opposants, l'opposition principale de l'Iran, c'est celle qui se trouve finalement à l'intérieur du pays. Parce que justement, comme on expliquait, la nature de ce régime est telle que c'est sur le terrain qu'il va falloir aller les déloger. Donc, depuis l'extérieur, une opposition peut très bien se faire porte-voix de la société iranienne et essayer de faire en sorte d'apporter un soutien de la communauté internationale et tout ça. Mais les Iraniens aujourd'hui font consensus pour la liberté. La liberté, ça signifie quoi? Ça signifie également la liberté des politiques, des prisonniers d'opinion. Et le jour où les prisons iraniennes s'ouvriront, c'est à ce moment-là que véritablement une opposition sur le terrain pourra se former. Donc je pense qu'il ne faut pas sauter les étapes, il ne faut pas griller les étapes. L'opposition iranienne, elle existe aujourd'hui. Son consensus, c'est qu'ils sont tous contre le régime, mais forcément, un pays de 93 millions d'habitants ne peut pas être homogène dans la politique. Donc il y a des différences. Et justement, ce qui est important, en fait, c'est que le régime, qui est maître dans l'art de la discorde, ils utilisent justement ces différences qu'il y a au sein des oppositions pour essayer de diviser et de briser en fait ce consensus que tout le monde a contre lui, en disant que finalement, regardez, vous êtes pas unis, vous n'arrivez pas à vous mettre autour d'une table et tout ça, mais tout ça, ça fait partie d'un mécanisme très vicieux que le régime a mis en place. Et malheureusement, au sein de la diaspora, ça se voit beaucoup plus. Ils ont réussi à apporter des débats stériles sur des leaderships et tout ça. Et malheureusement, ça ne c'est pas en faveur de la cause. On le comprend bien et on vous remercie de nous avoir expliqué aussi clairement cette situation. D'une certaine manière, on comprend beaucoup mieux ce qui se passe peut-être derrière en coulisses. Une dernière question, Arman. Vous êtes journaliste donc dans un média qui s'appelle D'Or TV. C'est une télévision sur Internet que les Iraniens en temps normal peuvent suivre? Oui, on a différentes chaînes.
Et donc, de par la multiplicité des réseaux sociaux, des applications, nous sommes principalement présents sur Telegram, justement, parce que Telegram est une application qui est beaucoup suivie en Iran. Mais finalement, nous faisons qu'un devoir de citoyen, à savoir que dans un régime qui a posé un chape de plomb et un appareil de propagande à l'intérieur du régime, finalement, on essaye d'être simplement la voix de ce qui se passe en Iran. Eh bien, on espère que cette voix portera et on continue de souhaiter bonne chance au peuple iranien dans sa protestation, dans sa révolte contre le régime iranien, en espérant effectivement que votre appréciation de la situation soit la bonne et que au bout du compte, eh bien, finalement, les États-Unis et leurs alliés eh bien, parviennent peu à peu à non seulement à déloger le régime, ce qui est peut-être aussi l'objectif des manifestants, certainement, mais aussi d'instaurer un nouveau régime qui soit en tout cas plus bénéfique. Merci beaucoup. En tout cas, c'est une opportunité pour le monde entier. Les Iraniens ne sont pas en train de se battre que pour eux. Voilà. Ils sont vraiment en train d'offrir un cadeau pour le monde. Et on en est tout à fait conscient ici en Israël. On sait très bien, on parle de la pieuvre qui a déployé ses tentacules pendant de nombreuses années dans la région ici avec le Hezbollah, le Hamas, les Houthis et encore d'autres et en Syrie également. Et donc on est conscient ici que lorsque cette pieuvre aura été frappée à la tête sévèrement, eh bien peut-être qu'ici on pourra retrouver un Moyen-Orient plus serein. Merci beaucoup Arman d'avoir été avec nous et bonne chance et à bientôt. Merci beaucoup. Et sans surprise, les manchettes des quotidiens israéliens de ce matin sont consacrées à l'annonce faite durant le week-end par Donald Trump sur la composition de son fameux Conseil de la paix à Gaza. Le Israël Hayom va à l'essentiel et titre dans sa manchette « La Turquie et le Qatar et l'autorité palestinienne sont dedans » et le journal se demande si Israël était au courant avant l'annonce ou pas. Les versions divergent à ce sujet. Les Israéliens affirment qu'ils ont été surpris d'apprendre la composition de ce conseil, mais les Américains affirment « vous le saviez ». Et enfin, le journal affirme que très vite, la commission exécutive de ce conseil, présidée par Mladenov, le diplomate, doit se réunir au Caire pour prendre des décisions et des dispositions afin de reprendre le contrôle de la bande de Gaza des mains du Hamas. En page intérieure, Steve Witkoff reste persuadé que le Hamas sera finalement désarmé. Et la manchette du Yediot Ahronoth de ce matin se rapporte également à la décision de Donald Trump de faire entrer la Turquie et le Qatar dans son comité de la paix, mais le journal y voit là une conséquence plutôt inattendue. Le Yediot Ahronoth titre en effet en manchette la crainte que l'argent qatari soit à nouveau versé au Hamas dans la bande de Gaza. Et en sous-le-titre, le journal explique que Tsahal s'est toujours opposé à la présence du Qatar dans la restauration de la bande de Gaza et sa reconstruction, mais désormais, après que les Américains aient imposé cette présence à Israël, eh bien, d'importantes sommes d'argent qatari pourraient servir à la reconstruction de la bande de Gaza, mais aussi au réarmement du Hamas, comme cela s'est produit après l'opération Bordure Protectrice en 2014. D'autres violations de l'accord de cessez-le-feu par le Hamas préoccupent également l'armée israélienne, alors qu'au sein de la défense nationale, on est favorable à la présence de Palestiniens du Fatah dans un futur gouvernement gazaoui. Dans leurs analyses, Yoav Zetoun et Itamar Achler insistent sur l'opposition farouche de Tsahal à la présence du Qatar dans le Conseil de paix. Ils expliquent qu'au sein de l'armée israélienne, on affirme qu'il s'agit là d'un piège diplomatique qui risque d'effacer de semaine en semaine tous les acquis réalisés par les forces de Tsahal pendant 2 années de combat dans la bande de Gaza. Et l'on constate sur le terrain de plus en plus d'audace de la part des terroristes du Hamas qui hésitent de moins en moins à aller à la confrontation avec les forces israéliennes qui sont déployées toujours le long de la ligne jaune. Les journaux nous présentent le Conseil de la paix qui devra superviser donc la situation dans la bande de Gaza et le gouvernement de technocrates. On y trouve des visages connus comme ceux de Jared Kushner, de Steve Witkoff et de Tony Blair, mais aussi d'autres plus anonymes comme Mark Rohan qui est qualifié de milliardaire juif américain ou de Robert Gabriel qui est le vice-conseiller à la sécurité nationale américaine ou encore Yakir Gabay qui est un homme d'affaires israélien et chypriote jusqu'à présent inconnu.
Qu'écrivent les éditorialistes ce matin à ce sujet? Le docteur Michael Milstein écrit dans le Yediot Aharonot que le Hamas aspire à créer dans la bande de Gaza un modèle du Hezbollah. En d'autres termes, le mouvement terroriste entend demeurer un facteur dominant sur le terrain, tandis que le gouvernement de technocrates palestiniens devrait rester un facteur insignifiant. Smadar Perry affirme que l'objectif majeur est le désarmement du Hamas, mais que ce n'est pas aussi simple que cela et que pour l'instant on n'entend pas un seul des porte-paroles du mouvement terroriste prononcer le mot de désarmement. Et même si le Conseil de la paix de Donald Trump parvient à lui arracher une partie des armes, eh bien le Hamas est suffisamment rusé pour parvenir à en cacher l'essentiel, affirme Smadar Perry. Dans le Israël Hayom, Shachar Kleinman ne compte guère sur l'efficacité du comité exécutif de paix. Comment peut-on penser qu'ils vont diriger réellement la bande de Gaza, se demande-t-il. Dans le meilleur des cas, ce seront des entrepreneurs des ruines de cette bande de Gaza. Le second dossier en évidence ce matin dans la presse et dans les médias israéliens, c'est l'Iran, avec une déclaration de Donald Trump qui revient de manière récurrente. Il est temps de voir un nouveau pouvoir à Téhéran. Le Yediot Aharonot cite le président américain qui s'en est pris à Ali Khamenei et qui l'accuse d'avoir détruit le pays, d'avoir fait usage d'une violence incroyable et inédite envers les opposants au régime. Donald Trump a expliqué pourquoi il n'avait pas lancé une opération militaire américaine contre l'Iran, et ce par le fait que les Iraniens, a-t-il dit, avaient cessé leurs exécutions sommaires. Les dirigeants iraniens se moquent du président, ils racontent des histoires et se trompent, c'est un criminel, a même déclaré Ali Khamenei. Et puis le Maariv fait une révélation en page d'ouverture de son site, c'est Binyamin Netanyahou qui aurait téléphoné en personne à Donald Trump pour le dissuader d'attaquer. Explication du Maariv, Netanyahou aurait expliqué à Donald Trump qu'Israël n'est pas prêt à subir les conséquences d'une riposte iranienne massive à l'offensive américaine sans un soutien américain massif, en particulier en matière de système de défense. Et c'est donc le Premier ministre israélien qui aurait demandé au président américain d'adopter dans le cas précis une attitude retenue et de mieux préparer une opération future des Américains contre le régime iranien. Apparemment, Israël aurait eu besoin, en cas d'attaque de missiles iraniens, d'un soutien de la part des systèmes de défense américains qui n'étaient pas encore déployés sur place. En fait, en sous-titre, on découvre que le Maariv reprend une information qui a été publiée dans le Washington Post la nuit dernière, et le Maariv cite par ailleurs l'ex-ambassadeur des États-Unis en Israël, Dan Shapiro, qui se dit convaincu qu'après l'échange tendu entre Donald Trump et Khamenei dont nous venons de parler, eh bien le président américain éliminera purement et simplement, et même physiquement apparemment, le guide spirituel iranien avant même la fin de la semaine. Et Sever Ploutsker, dans le Yediot Aharonot, constate dans son analyse sur la situation en Iran un tournant étonnant. Il écrit « Tant que le président Trump menaçait d'attaquer le régime des Mollahs et de venir ainsi en aide aux manifestants, les médias libéraux à travers le monde se sont montrés relativement détachés. Ils ont minimisé l'importance de la protestation des Iraniens ainsi que la cruauté de la répression du régime de Téhéran. Mais depuis que Trump a annoncé qu'il suspendait ou qu'il annulait l'opération militaire américaine, eh bien, les éditorialistes et commentateurs occidentaux se sont retournés. Les manifestations sont devenues le thème prioritaire des journaux télévisés et l'on a entendu pour la première fois parler de massacres dans les rues de Téhéran. Et Donald Trump a été sommé de se lancer à l'attaque du régime iranien, ce pour garantir le sort des opposants au pouvoir en Iran. Fin de citation de ce texte de Sever Ploutsker dans le Yediot Aharonot. Que peut-on lire comme analyse également dans le Israël Hayom à ce propos? Dani Citrinovitch admet que le régime des Mollahs s'est stabilisé au cours des derniers jours, mais que sans un changement dramatique de sa part, eh bien, le danger continuera à le guetter. Quant à Yoav Limor, le spécialiste sécuritaire du Israël Hayom, il affirme que désormais c'est Israël qui pourrait se retrouver forcé d'agir contre le régime. Il reconnaît que la protestation des opposants s'est affaiblie, mais qu'elle devrait reprendre plus fréquemment et plus rapidement, et cela offrira à Jérusalem et à Washington une nouvelle occasion de s'impliquer directement. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Thérèse Gottstein. Thérèse, bonjour. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, merci d'être avec nous. Nous avons le plaisir de vous avoir parce que, eh bien, je dois vous avouer que on va tout vous dire. Notre ami commun Dov Maimon nous a fait parvenir un appel qui a été lancé par pour l'instant une quinzaine de personnalités, dont Dov Maimon et vous-même,
vous-même parce que vous êtes, on va dire, extrêmement présente dans les relations judéo-chrétiennes, vous enseignez la théologie catholique et la théologie juive dans les universités. Vous êtes même israélienne, alors ça c'est aussi encore plus important de le souligner. Et on voudrait avoir et mieux comprendre, on va dire, l'initiative, la raison de cette initiative. C'est un appel, on va dire, comment le définir? C'est un appel à replacer on va dire, replacer les valeurs précises, les valeurs exactes dans les, on va dire, dans les démocraties, dans la sémantique, par rapport à différentes termes et que l'on a pris l'habitude de déformer, on va dire, d'utiliser, en particulier le terme de génocide. Vous élevez contre justement l'utilisation à tire-larigot de ce mot, en particulier pendant le conflit à Gaza. Et alors, expliquez-nous le sens de cet appel aujourd'hui. Alors, en fait, depuis le 7 octobre, ou plutôt le 8, on a vu fleurir, on le voit bien, donc toute une montée de discours contre Israël particulièrement, qui ont fini par atteindre aussi des chrétiens. Et donc, engagée dans le dialogue judéo-chrétien, j'ai été bon, j'ai toujours été un peu à l'écoute depuis 2 ans de ce discours. On a par exemple des prêtres contre le génocide qui se sont formés, un groupe s'est formé en Italie. On a un groupe qui s'appelle Kéros Palestine, qui sont des gens chrétiens qui essaient de réfléchir sur une statut théologique à partir de la théologie de la libération des Palestiniens et qui produisent des textes. Et moi, j'ai été un peu. Tout a commencé par une jeune fille qui est volontaire à l'hôpital Saint-Louis en Israël, à Jérusalem, et qui a lu un de ces documents. Elle me dit, mais tu l'as lu ça, mais c'est assez effroyable. Et elle entend plein de choses comme ça sur les Juifs. Donc, on a tout cet appareillage de vocabulaire qui commence par pénétrer les milieux chrétiens aussi. Donc, c'est de là qu'est venue l'idée d'un appel en disant, attention, donc, on se situe sur le plan religieux et de rappeler un peu, si vous voulez, alors c'est pas du b.a.-ba, mais à travers une relecture de ces textes qu'on a pu avoir sous la main, de faire un appel aux chrétiens en disant de faire attention dans leur discernement, dans leur façon d'accueillir les différents discours qu'ils entendent, y compris dans des médias chrétiens. Et d'abord ce souci de la nuance, ce souci du discernement, ce souci de ne pas utiliser les mots sans les avoir vérifiés avant, et en fin de compte, pour des chrétiens, d'avoir ce souci qu'une parole qui construit et qui guérit, et non pas une parole qui va créer une polémique, qui va en rajouter sur la polémique et aussi donner du blé à moudre à des opinions qui sont très problématiques. Entre autres, tout ce qu'on entend de la mer, du Jourdain à la mer, etc., du fleuve à Oui. la mer et tout ça. Donc, d'avoir un peu une reprise du discours chrétien sur les Juifs et de faire attention à ce que tout ce qui se passe à ce moment-là dans la guerre ne crée pas justement, et on parle même pas d'antisémitisme dans ce texte, hein, si se veut un peu plus éducatif que polémique. Alors justement, je vais citer un extrait. Nous sommes également alarmés, dites-vous, lorsque l'on essentialise le sionisme, l'État d'Israël, par glissement les Juifs en général, en les présentant comme intrinsèquement coloniaux, racistes ou criminels. C'est important aussi, vous avez ce sentiment que l'on est en train dire que l'on salit, on va dire d'une certaine manière, l'histoire du peuple juif en accusant les Juifs d'être coloniaux sur leur propre terre. Oui, c'est un discours récurrent qu'on entend en ce moment. Et donc, moi, j'ai déjà écrit une rubrique dans le journal La Croix il y a quelques mois, justement, sur cet emploi du mot colonisation à propos d'Israël. Je vois aussi qu'un des textes que je vous ai cité remet en question, en fin de compte, au nom du droit international et du respect du droit international qu'Israël devrait avoir, il y a une espèce de négation de la légitimité d'Israël qui a, quand même, en 48, été le résultat d'une décision de droit international. Donc, cette idée d'Israël comme colonisateur depuis ses commencements commence à faire aussi sérieusement son chemin. Alors, et Donc, vous dites aussi, Thérèse, que le Vatican a clairement reconnu le lien qui existait entre le peuple juif et la terre d'Israël
et que en 93, tout le monde le sait aujourd'hui, le Vatican a entamé des relations diplomatiques avec l'État d'Israël. Vous le dites, vous insistez parce que ce n'est plus aussi clair qu'avant, c'est-à-dire il y a une remise en cause. Je ne sais pas s'il y a une remise en cause, je dirais plus qu'il y a un oubli. Et puis, il y a ce discours de bien séparer. Alors, au niveau du Vatican, il y a ce souci de bien séparer, c'est-à-dire que la reconnaissance de l'État d'Israël par le Saint-Siège, l'État du Saint-Siège, avec échange de diplomates, n'est pas une reconnaissance, non, enfin, ne pas vouloir glisser automatiquement sur un terrain théologique. Mais on sait très bien aussi que malgré ces précautions, il y a eu des avancées quand même. Même le pape, même le pape Benoît XVI, entre autres aussi, qui disait qu'il y a un signe de la fidélité de Dieu à l'égard du peuple, de son peuple, que ce retour sur la terre d'Israël. Donc, on a d'un côté, alors, ce qui va se passer, c'est que on va entendre un discours en disant, bon, il y a une reconnaissance de l'État d'Israël par l'État du Saint-Siège, encore que tout le monde ne sait pas, mais ça ne veut pas dire qu'en fait, théologiquement, ça a vraiment un sens. Et il faut faire attention de ne pas, entre guillemets, baptiser le gouvernement de Netanyahou, des choses comme ça. Donc, vous voyez, c'est ce mélange, en fait, c'est je dirais pas ce mélange, mais cette coïncidence qu'on a entre le domaine religieux et diplomatique qui maintenant pose question. Mais à cet égard, il y a une certaine ressemblance entre Israël et l'Église catholique. C'est-à-dire, le domaine du religieux et du politique sont pas aussi clairement séparés que ça. Et donc, il y a une difficulté à jongler avec les deux. Et maintenant, une certaine difficulté pour des chrétiens de se rappeler qu'il y a eu cette reconnaissance et en disant il faut bien séparer les deux, mais du coup, il peut y avoir une tendance d'un retour à une ancienne théologie par voie de Vous le conséquence. dites aussi, toujours dans ce même texte, respecter d'un côté les aspirations légitimes, vous dites, du peuple palestinien, tout en réaffirmant le droit du peuple juif à la sécurité, à la reconnaissance de son lien. Dire comment on peut concilier, vous pensez qu'on peut concilier les deux? Alors, on a fait le choix de ne pas entrer sur le terrain, deux États, pas Politique. deux États, etc. Donc ça, c'était clairement, en très peu de mots, on va pas commencer à refaire le monde et régler le problème du Proche-Orient. Il était important pour nous. Alors, ce texte a été un texte de consensus aussi, donc il a fallu écouter les uns et les autres par les signataires, qui sont quand même des personnalités et de dire on ne peut éviter, on n'a pas le droit d'éviter que les Palestiniens ont le droit de vivre dans la dignité et la liberté. Nous, on n'est pas là pour discuter sur quelle est la solution, mais il nous a semblé important de voir que, à condition que ça ne soit pas la négation d'Israël, parce qu'il y a certaines revendications, y compris dans des milieux chrétiens, alors qui sont plus de tendance non, je pense qu'il y a aussi des catholiques, mais il y a aussi pas mal des églises anglicanes locales ou luthériennes aussi, qui vont aller jusqu'à, en fin de compte, ne pas donner aussi sa place à Israël dans son existence, et y compris dans les sources juives du christianisme. Et ça, c'est aussi un gros problème. Alors, Euh, une dernière question, vous aspirez à travers cet appel à élargir, on va dire, essayer de rassembler plus de personnalités autour de cet appel? Alors, j'ai envoyé déjà cet appel à pas mal de personnes que je connais dans ce monde, soit interreligieux dans lequel je suis aussi impliquée, mais surtout judéo-chrétien, parce que ça s'adresse essentiellement à des chrétiens. Donc, il y a pas mal de personnes qui ont réagi assez positivement. Pas tout le monde pouvait signer parce que c'est une initiative privée, donc on peut pas engager des institutions particulières. Mais ils ont dit qu'à titre personnel, ils seraient d'accord de signer. Et en général, on a eu plutôt une réaction que c'est un texte nuancé, qui ne veut pas être ni militant, ni politique, ni polémique,
mais qui a, je dirais, qu'une humble, son but est assez humble, c'est de pouvoir rejoindre des chrétiens et de leur faire réagir par rapport à certaines choses qui leur paraissent évidentes et nuancer leurs propos, tenant compte de beaucoup de choses. Et on va essayer de le diffuser. J'ai déjà des personnes qui vont le diffuser. Et il est traduit en 4 langues, hein. Il est traduit en anglais, Alors, en effectivement, italien. on peut dire que la nuance et l'humilité, sont pas exactement les valeurs qui sont dominantes aujourd'hui dans n'importe Oui, c'est pour quel ça. dialogue, dans n'importe quel média. Et effectivement, ça, il faudrait peut-être en tirer une leçon à ce niveau-là. Et donc, souligner en tout cas qu'il y a plusieurs personnalités effectivement qui ont déjà signé. Je lis les noms de Jean-Dominique Durand, qui est le président des Amitiés judéo-chrétiennes de France, du professeur la professeure Roberta Ascarelli, qui est la présidente des Amitiés judéo-chrétiennes d'Italie, donc du chef Rabbi David Rosen, que l'on connaît, qui est actif depuis toute sa vie, on va dire, dans le dialogue œcuménique entre les différentes religions, et puis le père Louis-Marie Coudray, que l'on connaît aussi d'Abou Ghosh. Merci beaucoup, Thérèse, d'avoir accepté de répondre à nos questions, d'avoir suscité cet appel, et on espère qu'il sera repris et récupéré. Peut-être que dans les médias, y compris les médias en France en particulier, eh bien, on apprendra justement cette leçon d'humilité et cette importance de la nuance dans le débat justement qui anime, on va dire, le Moyen-Orient aujourd'hui. Merci beaucoup. Et surtout le monde religieux, et il doit être là pour ça normalement. Voilà, merci beaucoup encore une fois. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Alors que l'Iran connaît un soulèvement populaire d'une ampleur inédite, une minorité reste invisible, silencieuse, en retrait. Les Juifs d'Iran, présents dans le pays depuis près de 2000 ans, savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Pour comprendre cette prudence extrême, il faut remonter à 1979 et l'arrivée au pouvoir des mollahs. À ce moment-là, les dirigeants de la communauté juive demandent à rencontrer l'ayatollah Khomeini. Ils viennent avec un cadeau somptueux, un plateau en or et en argent et surtout un chèque de 10 millions de dollars. Le message est on ne peut plus clair. La communauté tente d'acheter sa survie. Le lendemain, Khomeini fait passer un signal. Toute personne qui s'en prendra à un juif devra en répondre. Officiellement, le régime distingue le judaïsme du sionisme. Il abhorre les Israéliens, mais clame que les Juifs sont chez eux. Une ligne qui va structurer toute la politique iranienne à l'égard des Juifs du pays. À l'époque, la communauté compte environ 100 000 personnes. Contrairement à d'autres pays musulmans, les Juifs d'Iran n'ont pas connu de persécution systématique. Beaucoup espèrent pouvoir continuer à vivre discrètement comme avant. Mais l'illusion ne dure pas. Quelques mois après la Révolution, Habib El-Ghanian est arrêté. Cet homme d'affaires puissant, figure centrale de la communauté juive, est exécuté après un procès expéditif. Pour des milliers de familles, c'est le signal du départ. En quelques années, la majorité des Juifs quittent l'Iran, direction Israël, les États-Unis, l'Europe. Ceux qui restent font un autre choix, celui de la résignation. Raser les murs, faire profil bas devient leur seconde nature. Aujourd'hui, ils sont environ 9000, principalement à Téhéran. C'est encore la 3e communauté juive du Moyen-Orient après Israël et la Turquie. Mais pourquoi sont-ils restés ? D'abord parce que beaucoup sont âgés et ne parlent que le persan. Ensuite, parce que les conditions du départ se sont compliquées au fil des ans. Et enfin, parce que nombre d'entre eux sont relativement aisés, même si cette réalité a encore évolué ces dernières années avec la crise économique. Commerçants, bijoutiers, entrepreneurs, quitter l'Iran, ce serait perdre l'essentiel de leurs biens. La situation de ces Juifs nous rappelle à quel point l'humain sait s'adapter au pire et apprendre la survie pour la vie elle-même. Leurs compatriotes immigrés en Israël désespèrent de les convaincre de venir et ont même multiplié les incitations financières, promettant 10 000 $ à chacun dès leur arrivée pour les aider à s'installer, mais rien n'y a fait. En apparence, la vie communautaire existe en Iran. Synagogues, écoles, produits cachers, mariages, bar mitzvah. Le régime met en avant au respect des minorités. Les Juifs ont même un député au Parlement et des sites religieux comme le tombeau de Mordechai et Esther sont rénovés avec l'argent de l'État. La vitrine est belle, mais cette tolérance est conditionnelle.
Elle repose sur une règle absolue, le silence. Pas de politique, pas de critique, pas de slogan, pas de manifestation, surtout pas. Les Juifs d'Iran savent qu'ils sont observés, ils savent que la moindre ambiguïté peut leur coûter très cher. Alors ils s'adaptent. En public, ils affichent leur haine d'Israël, non par conviction, mais par instinct de survie. Dans les synagogues, cependant, les prières restent tournées vers Jérusalem. Mais cela ne sort évidemment jamais des murs. Le régime iranien a très tôt compris l'intérêt de cette distinction entre Juifs et Israël. Elle lui permet de se présenter comme fréquentable à l'international tout en faisant d'Israël son ennemi numéro 1. Une stratégie de communication redoutablement efficace. Les pères de la révolution islamique avaient compris avant tout le monde, avant même la gauche radicale ou le BDS, l'intérêt de distinguer l'antisionisme de l'antisémitisme, histoire de montrer patte blanche à l'international, tout en s'attelant tranquillement à nuire à Israël. Mais derrière cette façade de bras ouverts, les limites sont nettes pour les Juifs d'Iran. Ils ne peuvent pas travailler dans la fonction publique, ni dans l'armée, ni dans certains secteurs universitaires. Ils ne peuvent pas voyager en Israël et en cas d'affrontement direct avec l'État hébreu comme ces derniers mois, ils sont les premiers dans le viseur du régime. Arrestation, torture et parfois pendaison. Dès que le régime se sent menacé, la fameuse distinction entre judaïsme et sionisme vole en éclats. Aujourd'hui, alors que le régime vacille face à une contestation populaire massive, les Juifs d'Iran restent immobiles, invisibles, mais comme tout le peuple iranien, ils attendent leur heure et prient de toute leur âme pour qu'Israël ou toute autre nation de bonne volonté leur vienne en aide.